Chapitre 17. Stepan Arkadievitch se trouvait dans une fâcheuse posture. Les 2/3 de l'argent du bois étaient déjà dépensés, et il avait emprunté d'avance au marchand presque tout le dernier tiers, avec un rabais de 10%. Le marchand ne voulait plus lui donner d'argent, d'autant que Daria Alexandrovna, affirmant pour la première fois ses droits sur sa fortune, refusait de donner sa signature pour le paiement du dernier tiers. Tout le traitement d'Oblonsky passait aux dépenses du ménage et au remboursement des petites dettes. Il n'avait plus du tout de ressources. C'était désagréable, gênant, et, dans l'idée de Stepan Arkadievitch, cela ne pouvait durer ainsi. Il attribuait cette situation à la modicité de son traitement. La place qu'il occupait avait paru excellente 5 ans auparavant, mais aujourd'hui il en allait autrement. Petrov, directeur de banque, touchait 12 000 roubles. Sventitsky, membre d'une société, en recevait 17 000. Mitin, qui avait fondé une banque, gagnait 50 000 roubles. Décidément, je m'endors et on m'oublie, songeait Stepan Arkadievitch. Il se mit donc en observation et vers la fin de l'hiver dénicha une place très lucrative, contre laquelle il déclencha une attaque. D'abord de Moscou, par des tantes, des oncles, des amis. Puis lorsque la poire fut mûre, il se rendit lui-même au printemps à Pétersbourg. C'était l'un de ces emplois qui rapportent de 1 000 à 50 000 roubles par an, et qui sont plus nombreux aujourd'hui que les bonnes petites places à pot de vin d'antan. Il s'agissait d'être membre de la commission des agences réunies du Crédit Mutuel et des chemins de fer du Midi. Cette fonction, comme toutes les fonctions de ce genre, exigeait de si vastes connaissances, une activité si intense qu'il était difficile de les trouver réunies en un seul homme. Et comme l'homme qui réunissait ces qualités n'existait pas, il valait encore mieux confier la place à un honnête homme qu'à un filou. Honnête, Stepan Arkadievitch l'était. Dans le sens particulier que possède ce mot à Moscou, lorsqu'on l'applique à un homme d'État, un écrivain, un journal, une institution ou un mouvement d'opinion, et qui signifie non seulement que cet homme ou cette institution ne sont pas malhonnêtes, mais qu'ils sont capables à l'occasion d'envoyer des flèches au gouvernement. Stepan Arkadievitch évoluait à Moscou dans les cercles où ce mot avait été lancé, et on l'y considérait comme un honnête homme. Il avait donc plus qu'un autre droit à cette place. Cet emploi rapportait de 7 à 10 000 roubles par an, et Oblonsky pouvait le cumuler avec ses autres fonctions. L'emploi dépendait de 2 ministères, d'une dame et de 2 juifs, et quoique tous ces gens fussent prévenus en faveur de Stepan Arkadievitch, il lui fallait aller les voir à Pétersbourg. De plus, Stepan Arkadievitch avait promis à sa sœur Anna d'obtenir de Karénine une réponse ferme au sujet du divorce. Aussi, après avoir extorqué 50 roubles à Dolly, il partit à Pétersbourg. Installé dans le bureau de Karénine, où il écoutait son beau-frère lui exposer son plan de réforme des finances russes, Stepan Arkadievitch guettait le moment où celui-ci s'arrêterait, afin de pouvoir orienter la conversation vers ses propres affaires, et vers celles d'Anna. « Oui, c'est très juste, » dit-il, lorsqu'Alexis Alexandrovitch, après avoir ôté son pince-nez sans lequel il ne pouvait plus lire, eut posé un regard interrogateur sur son beau-frère. C'est très juste dans les détails, mais le principe de notre époque, c'est la liberté. Aussi, le principe nouveau que je mets en avant englobe-t-il celui de la liberté, dit Alexis Alexandrovitch en appuyant sur le mot englobe,
et en remettant son pince-nez pour relire le passage où ce point de vue était précisément exposé. Il feuilleta un manuscrit aux caractères élégants et aux énormes marges, et relut le passage convaincant. Si je préconise le protectionnisme, ce n'est pas pour le profit des particuliers, mais pour le bien général, tant pour les basses que pour les hautes classes, reprit-il, en regardant Oblonsky par-dessus son pince-nez. Mais ils ne peuvent le comprendre. Ils ne sont occupés que d'intérêts personnels et se payent de phrases. Stepan Arkadievitch savait que lorsque Karénine commençait à parler, que ce que pensaient ou faisaient ceux qui s'opposaient à ses projets et étaient la cause de tout le mal en Russie, on approchait de la péroraison. Aussi abandonna-t-il pour l'instant le principe de la liberté et se déclara-t-il entièrement d'accord avec son beau-frère. Alexis Alexandrovitch se tut en feuilletant son manuscrit d'un air pensif. « Ah, à propos, dit Stepan Arkadievitch, je voulais te demander, si tu as l'occasion de rencontrer Pomorsky, de lui dire un petit mot pour moi. Je désirerais être membre de la commission des agences réunies du Crédit Mutuel et des chemins de fer du Midi. » Ce titre, si proche du cœur de Stepan Arkadievitch, lui était déjà familier, et il l'énonça rapidement sans faire une seule faute. Alexis Alexandrovitch lui demanda à quoi se ramenait l'activité de cette nouvelle commission et s'absorba dans de profondes réflexions. Il se demandait si cet organisme n'allait pas contrecarrer ses projets. Mais comme l'activité de cette nouvelle institution était très complexe, et comme les projets de Karénine embrassaient un champ très étendu, il ne put résoudre la question immédiatement. Il ôta son pince-nez et dit « Bien entendu, je peux lui en parler. Mais pourquoi désires-tu précisément occuper cette place ? Le traitement est d'environ 9000 roubles, et mes moyens... » 9000 roubles répéta Alexis Alexandrovitch, et il fronça les sourcils. Ce chiffre élevé lui révélait que de ce côté l'activité éventuelle de Stepan Arkadievitch heurtait l'idée dominante de ses projets, le retour à l'économie. Je trouve, j'ai d'ailleurs rédigé une note dans ce sens, qu'à notre époque ces énormes traitements sont des symptômes de la défectuosité de notre assiette économique. Que veux-tu ? Dit Stepan Arkadievitch. Un directeur de banque touche aujourd'hui 10 000 roubles, et il ne les a pas volés. Un ingénieur en gagne 20 000. Ce ne sont pas des sinécures. Je prétends qu'un salaire est le paiement d'une marchandise, et qu'il doit donc se soumettre à la loi de l'offre et de la demande. Si l'attribution des salaires s'écarte de cette loi, comme, par exemple, lorsque je vois que 2 ingénieurs sortent de la même école, avec des connaissances et des aptitudes identiques, et que l'un reçoit 40 000 roubles, tandis que l'autre se contente de 2 000, ou bien lorsque l'on met à la tête d'une banque, avec des appointements phénoménaux, un juriste ou un hussard, qui n'a aucune connaissance spéciale, j'en conclus que son salaire n'a pas été évalué d'après la loi de l'offre et de la demande, mais tout simplement par favoritisme. Et il y a là un abus grave, en lui-même, et nuisible au service de l'État. J'estime... Stepan Arkadievitch se hâta d'interrompre son beau-frère. Oui, mais il s'agit d'une institution nouvelle, et d'une utilité incontestable. L'on tient surtout à ce que l'affaire soit menée honnêtement, dit Stepan Arkadievitch. Mais la signification moscovite de ce terme échappa à Alexis Alexandrovitch. Cette honnêteté n'est qu'une qualité négative, dit-il. Malgré tout, tu me ferais grand plaisir en glissant un petit mot à Pornosky, dit Stepan Arkadievitch, en passant au milieu d'une conversation. Il me semble que cela dépend surtout de Bolgarinov,
dit Alexis Alexandrovitch. Bolgarinov est entièrement d'accord, dit Stepan Arkadievitch en rougissant. Stepan Arkadievitch avait rougi au nom de Bolgarinov parce que le matin même, il était allé trouver cet Israélite et que cette visite lui laissait un souvenir pénible. Stepan Arkadievitch était persuadé que l'entreprise à laquelle il désirait collaborer était une entreprise honnête et utile. Mais le matin, lorsque Bolgarinov l'avait visiblement à dessein fait attendre 2 heures dans son antichambre en compagnie d'autres solliciteurs, il s'était brusquement senti mal à son aise. Avait-il éprouvé cette gêne parce que lui, prince Oblonsky, descendant de Rurik, il avait dû attendre 2 heures dans l'antichambre d'un juif, ou parce que, pour la première fois de sa vie, il dérogeait aux traditions de ses ancêtres qui avaient toujours servi l'État, en embrassant une nouvelle carrière. Toujours est-il qu'il ne s'était pas senti dans son assiette. Pendant ces 2 heures d'attente chez Bolgarinov, tout en arpentant l'antichambre d'un air dégagé, en lissant ses favoris, en conversant avec les autres solliciteurs, et en composant les calembours qu'il ferait au sujet de cette station chez un juif, Stepan Arkadievitch s'efforçait de se dissimuler, et de dissimuler aux autres le sentiment qui l'occupait. Et pendant tout ce temps, il avait ressenti du dépit et de la gêne, dont il ignorait lui-même la cause. Était-ce parce qu'il n'arrivait pas à mettre son calembour au point, ou pour quelque autre raison? Lorsqu'enfin Bolgarinov l'avait reçu avec une extrême courtoisie, visiblement triomphant, et avait presque repoussé sa demande, Stepan Arkadievitch s'était hâté d'oublier aussi rapidement que possible cette avanie. C'était maintenant qu'il rougissait en s'en souvenant. Chapitre 18. J'ai encore autre chose à te dire, et tu sais ce dont il s'agit. Dana, dit Stepan Arkadievitch après un silence, lorsqu'il eut repoussé la pensée qui l'importunait. Dès qu'Oblonsky eut prononcé le nom d'Anna, le visage d'Alexis Alexandrovitch changea complètement d'expression. Il passa de l'animation à la lassitude et à l'apathie. Qu'est-ce que vous désirez de moi, exactement ? Dit-il, en se retournant dans son fauteuil et en repliant son pince-nez. Une décision quelconque. Alexis Alexandrovitch, je m'adresse à ce moment à toi, non comme un homme offensé, voulut dire Stepan Arkadievitch, mais craignant de compromettre sa démarche, il changea de formule. Non comme à l'homme d'État, expression qui se révéla malheureuse, mais simplement comme à un homme de cœur et un chrétien. Tu dois avoir pitié d'elle. À quel point de vue ? Dit Karénine, d'une voix sourde. Si, je t'assure, si tu la voyais comme moi, j'ai passé tout l'hiver avec elle, elle te ferait peine. Sa situation est horrible, positivement horrible. Il me semblait, répondit Alexis Alexandrovitch d'une voix plus fluette, presque criarde. qu'Anna Arkadievna avait tout ce qu'elle pouvait désirer. Ah, Alexis Alexandrovitch, pour l'amour de Dieu, ne nous abandonnons pas aux récriminations. Ce qui est passé, et tu sais ce qu'elle désire et attend, le divorce. Mais je croyais qu'Anna Arkadievna renoncerait au divorce au cas où j'exigerais de garder mon fils.
Je lui ai fait une réponse dans ce sens et je pensais que la question était réglée. J'estime qu'elle est réglée. Glapit Alexis Alexandrovitch. Je t'en prie, ne t'emporte pas, dit Stepan Arcadievitch en touchant le genou de son beau-frère. La question n'est pas réglée. Si tu me permets de récapituler la situation se présenter ainsi. Lorsque vous vous êtes séparés, tu as été aussi magnanime que l'on peut être. Tu lui as tout accordé, la liberté et même le divorce. Elle l'a apprécié. Tu ne saurais savoir combien elle en a été touchée. À tel point qu'au premier moment, consciente de ses fautes envers toi et incapable de réfléchir plus qu'avant, elle a tout refusé. Mais la réalité, le temps lui ont montré que sa position était torturante et intenable. La vie d'Anna Arkadievna ne peut m'intéresser, l'interrompit Alexis Alexandrovitch en haussant les sourcils. Permets-moi de ne pas le croire, répliqua doucement Stepan Arcadievitch. Sa position est torturante pour elle et sans aucun profit pour ta personne. Tu me diras qu'elle l'a mérité. Elle le sait et ne te demande rien. Elle dit elle-même qu'elle n'ose rien te demander. Mais moi, tous ses parents, tous ceux qui l'aiment, nous te prions et te supplions d'avoir pitié. Pourquoi souffre-t-elle? À qui cela profite-t-il? Mais, en vérité, vous me mettez dans la situation de l'accusé, fit Alexis Alexandrovitch. Non, non, pas le moins du monde. Comprends-moi, reprit Stepan Arcadievitch, en touchant cette fois la main de son beau-frère, comme s'il était convaincu que ce contact l'adoucirait. Je me borne à dire ceci. Sa situation est douloureuse. Tu peux l'alléger, et tu n'y perdras rien. Laisse-moi arranger cela. Tu n'auras pas à t'en mêler. Tu as promis, cette promesse a été faite il y a longtemps, et je supposais que la question de l'enfant était réglée. En outre, j'espérais qu'Anna Arkadievna aurait assez de générosité. Articula avec peine, les lèvres tremblantes, Alexis Alexandrovitch, qui était devenu blême. Elle s'en remet entièrement à ta grandeur d'âme. Elle te supplie de la tirer de cette situation impossible où elle se trouve. Elle ne demande même plus son fils. Alexis Alexandrovitch, tu es bon. Mets-toi un instant à sa place. C'est une question de vie ou de mort. Si tu ne lui avais pas fait cette promesse au début, elle se serait accommodée de son existence. Elle aurait habité à la campagne. C'est à la suite de ta promesse qu'elle t'a écrit et qu'elle est venue s'installer à Moscou. Voici 6 mois qu'elle habite cette ville où chaque rencontre est pour elle un coup de poignard, et elle attend jour après jour une décision. C'est tout comme si l'on laissait la corde au cou d'un condamné sans lui dire s'il doit se préparer à la mort ou à l'acquittement. Aie pitié d'elle, et je me charge de tout arranger. Vos scrupules, il ne s'agit pas de cela, l'interrompit Alexis Alexandrovitch avec dégoût. Mais peut-être ai-je promis ce que je n'avais pas le droit de promettre. Ainsi tu te dédies. Je n'ai jamais rien refusé qui fût possible, mais je désire avoir le temps de réfléchir au bien fondé de cette promesse. Non, Alexis Alexandrovitch, reprit Stepan Arcadievitch en se levant brusquement. Je refuse de le croire. Elle est malheureuse, comme seule une femme peut être malheureuse. Tu ne peux lui refuser ce que, dans la mesure où c'est réalisable. Vous professez d'être un libre penseur, mais moi, en tant que croyant, je ne puis, pour une question aussi grave, enfreindre la loi chrétienne. Dans toutes les sociétés chrétiennes, et même dans la nôtre, autant que je sache, le divorce est admis, dit Stepan Arcadievitch. Notre Église elle-même l'autorise, et nous voyons, il est peut-être autorisé, mais pas dans le cas présent. Alexis Alexandrovitch, je ne te reconnais plus, dit Oblonsky après un silence. Est-ce bien toi qui...
nous l'avions admiré, avait tout pardonné et qui, mu précisément par un sentiment chrétien, était prêt à tout sacrifier. Tu disais toi-même, il faut donner son manteau lorsqu'on vous prend votre chemise. Et maintenant, je vous prie d'arrêter là, cet entretien, dit Alexis Alexandrovitch d'une voix pointue en se levant soudain. Sa mâchoire tremblait et il était pâle. Voyons, pardonne-moi si je t'ai fait de la peine, dit Stepan Arkadievitch en lui tendant la main avec un sourire confus. En tant qu'ambassadeur, je devais te rendre compte de la mission dont on m'avait chargé. Alexis Alexandrovitch lui prit la main et lui dit au bout d'un instant de réflexion. Il faut que je réfléchisse, que j'attende l'inspiration. Vous aurez après-demain ma réponse définitive. Chapitre 19. Stepan Arkadievitch allait sortir lorsque Corneille annonça « Serge Alexeïvitch ». Qui est donc Serge Alexeïvitch allait demander Stepan Arkadievitch, mais il retrouva aussitôt la mémoire. « Ah, Seriodja » dit-il. « Serge Alexeïvitch, j'avais cru que c'était un quelconque chef de bureau. Anna m'a demandé aussi de le voir, songea-t-il. Il se rappela l'expression timide et touchante avec laquelle Anna lui avait dit « Tu vas le voir, certainement. Tu pourrais savoir ce qu'il fait, qui prend soin de lui. Et, Stiva, si c'était possible, crois-tu que ce soit possible ?» Stepan Arkadievitch avait compris ce que signifiaient ces paroles. S'il était possible d'obtenir, avec le divorce, la garde de l'enfant. Stepan Arkadievitch voyait maintenant qu'il ne fallait même pas y penser, mais il était tout de même content de voir son neveu. Alexis Alexandrovitch rappela à son beau-frère qu'on ne parlait jamais d'Anna à son fils, et il le pria de ne pas faire la moindre allusion à la jeune femme. Il a été très malade après cette entrevue avec sa mère que nous n'avions pas prévue, dit Alexis Alexandrovitch. Nous avons même craint pour sa vie. Mais un bon traitement et les bains de mer cet été ont rétabli sa santé. Maintenant, sur le conseil du médecin, je l'ai mis à l'école. De fait, l'influence de ses camarades se révèle bienfaisante. Il est en parfaite santé et il travaille bien. C'est un homme. Je comprends qu'on ne l'appelle plus Seriodja, dit Stepan Arkadievitch avec un sourire, en regardant entrer avec assurance un beau petit garçon bien planté, vêtu d'une veste bleue et de pantalons longs. L'enfant paraissait gai et de bonne santé. Il s'inclina devant son oncle, comme devant un étranger, mais lorsqu'il l'eut reconnu, il rougit et se hâta de se détourner d'un air offensé et courroucé. Puis, il s'approcha de son père à qui il remit les notes qu'il avait reçues à l'école. « Allons, ce n'est pas mal, » lui dit son père. « Tu peux aller jouer. » Il a maigri et grandi. Ce n'est plus un enfant, mais un jeune garçon. J'aime cela, dit Stepan Arkadievitch. Est-ce que tu te souviens de moi ? Le petit garçon tourna vivement les yeux vers son père. Oui, mon oncle, répondit-il, en regardant Oblonsky, et il baissa de nouveau les yeux. Stepan Arkadievitch l'appela auprès de lui et lui prit la main. Alors, qu'est-ce que tu deviens ? Lui demanda-t-il, désireux de le faire parler et ne sachant que dire. L'enfant rougit
et ne répondit mot. Il cherchait à dégager sa main. Dès que son oncle l'eut lâché, il jeta un coup d'œil interrogateur à son père, et, tel un oiseau rendu à la liberté, s'enfuit en courant. Un an s'était écoulé depuis que Serioja avait vu sa mère pour la dernière fois. Depuis lors, il n'avait jamais plus entendu parler d'elle. Puis on l'avait envoyé en classe. Il avait fait connaissance de petits garçons de son âge, s'était pris d'affection pour eux. Les rêves et les souvenirs qui l'avaient rendu malade après la visite de sa mère ne l'occupaient plus. Lorsqu'il revenait, il les repoussait avec soin car il les jugeait honteux, tout juste bons pour des filles, et non pour un jeune lycéen. Il savait qu'une querelle avait séparé ses parents, qu'il devait rester avec son père, et il s'efforçait de se faire à cette idée. Il lui avait été pénible de revoir son oncle, qui ressemblait à sa mère, car cela réveillait en lui ces souvenirs qu'il jugeait honteux. Cela lui avait été d'autant plus pénible qu'à certains mots interceptés tandis qu'il attendait à la porte du bureau, et surtout à l'expression de son père et de son oncle, il devinait qu'ils avaient dû parler de sa mère, et, pour ne point avoir à juger son père, avec qui il vivait et de qui il dépendait, et surtout pour ne pas céder à une sensiblerie qu'il estimait dégradante, Serioja s'était efforcé de ne pas regarder cet oncle qui était venu troubler sa tranquillité, et de ne pas penser à ce qu'il lui remettait en mémoire. Et lorsque Stepan Arkadievitch, en quittant son beau-frère, le trouva dans l'escalier et lui demanda à quoi il jouait pendant les récréations, Serioja, loin de son père, se montra plus bavard. En ce moment, nous jouons au chemin de fer, lui dit-il. Comme ça, vous voyez, il y en a deux qui s'asseyent sur un banc. Ce sont les voyageurs. Un autre monte dessus, et tous les autres s'y attellent. Nous le tirons à travers les salles, avec nos mains ou avec nos ceintures. On ouvre toutes les portes d'avance, mais c'est difficile de faire le conducteur. Celui qui se tient debout, demanda Stepan Arkadievitch en souriant. Oui, il faut être courageux et adroit, surtout quand les autres s'arrêtent brusquement ou quand quelqu'un tombe. Oui, ce n'est pas commode, dit Stepan Arkadievitch en regardant avec tristesse ses yeux animés qui ressemblaient à ceux de sa mère et qui avaient perdu une part de leur innocence enfantine. Et bien qu'il eût promis à Alexis Alexandrovitch de ne pas lui parler d'Anna, il ne put y tenir. « Te souviens-tu de ta mère » lui demanda-t-il soudain. « Non, » répondit vivement Serioja. Il devint pourpre et baissa les yeux. Et son oncle, cette fois, ne put plus rien tirer de lui. Quand le gouverneur serbe, une demi-heure plus tard, trouva son élève dans l'escalier, il ne put comprendre s'il pleurait ou s'il boudait. « Vous vous êtes sans doute fait mal en tombant » lui dit-il. « Je vous ai dit que c'était un jeu dangereux. Il faudra que j'en parle au directeur. Si je m'étais fait mal, personne ne l'aurait remarqué. Soyez-en bien certain. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Laissez-moi. Que je me souvienne ou non, qu'est-ce que ça peut bien lui faire ? Pourquoi est-ce que je me souviendrai ? Laissez-moi tranquille, répéta-t-il, cette fois à l'adresse du monde entier. Chapitre 20. Stepan Arkadievitch avait, comme toujours, fort bien occupé son temps à Pétersbourg. Outre ses affaires,
le divorce de sa sœur et l'emploi qu'il briguait, il lui fallait, comme il disait, se rafraîchir après un séjour dans les relents de Moscou. Moscou, malgré ses cafés chantants et ses omnibus, n'était malgré tout qu'un marais stagnant. Stepan Arkadievitch l'avait toujours senti. Lorsqu'il y était resté quelque temps, surtout à proximité de sa famille, il avait l'impression qu'il se laissait aller. Après un long séjour à Moscou, il en venait à s'inquiéter de la mauvaise humeur et des reproches de sa femme, de la santé et de l'éducation de ses enfants, des petits détails de son service. Il s'inquiétait même de ses dettes. Mais il lui suffisait d'arriver à Pétersbourg et d'y demeurer quelques jours, dans le cercle où il avait ses entrées et où l'on vivait réellement au lieu de végéter comme à Moscou. Et aussitôt ses pensées disparaissaient et fondaient comme la cire au voisinage du feu. La femme. Aujourd'hui encore, il avait parlé avec le prince Tchetchensky. Celui-ci, en plus de sa femme et de ses enfants, avait un autre ménage. Et quoique sa famille légitime fût fort agréable, le prince Tchetchensky se sentait plus heureux au sein de la seconde. Il avait introduit son fils aîné dans la seconde famille et avait expliqué à Stepan Arkadievitch qu'il trouvait cela fort utile au développement du jeune garçon. Que n'en aurait-on pas dit à Moscou? Les enfants? Ici, les enfants n'empêchaient pas un homme de vivre. On les faisait élever dans des institutions, et on ne trouvait point à Pétersbourg cette idée bizarre, si répandue à Moscou, chez les Lvov par exemple, selon laquelle les enfants avaient droit au luxe, tandis que les parents se réservaient le travail et les soucis. Ici, on comprenait qu'un homme, en tant que créature civilisée, se doit de vivre pour soi. Le service, ce n'était pas non plus ici ce poids désespérant qu'on traînait toujours derrière soi à Moscou. Ici, le travail était intéressant. Un rendez-vous, un service rendu, un bon mot, l'art de la mimique, et un homme faisait une carrière fulgurante, comme Briantsev, que Stepan Arkadievitch avait rencontré la veille et qui occupait maintenant un haut poste administratif. Ce travail-là présentait de l'intérêt. Et c'était surtout la façon dont les Pétersbourgeois regardaient les affaires d'argent qui réconfortait Stepan Arkadievitch. Bartniansky, qui avait gaspillé au moins 50 000 roubles au train qu'il menait, lui avait à ce propos fait une réflexion édifiante. Juste avant le dîner, comme il bavardait, Stepan Arkadievitch avait dit à Bartniansky: « Je crois que tu es au mieux avec Mordvinsky. Tu pourrais me rendre un grand service en lui disant un mot pour moi. Il y a une place que je désirerais occuper. Membre de l'agence, peu importe le titre, je l'oublierai certainement. Mais quelle idée de te fourrer dans cette affaire de chemin de fer avec ces juifs. Tu diras ce que tu voudras, mais ce n'est pas très reluisant. » Stepan Arkadievitch ne lui dit pas qu'il trouvait ce travail intéressant. Bartniansky ne l'aurait pas compris. « J'ai besoin d'argent, je n'ai plus de quoi vivre. »« Tu vis pourtant. »« Oui, mais j'ai des dettes. »« Allons donc. »« Beaucoup ?» lui demanda Bartniansky, d'un air compatissant. « Oui, environ 20 000 roubles. » Bartniansky éclata d'un rire joyeux. « Oh, heureux homme !» s'écria-t-il. « Moi, j'ai 1500 000 roubles de dettes, et je suis sans le sou. Comme tu vois, je ne m'en porte pas plus mal. » Et Stepan Arkadievitch avait pu observer la justesse de ce propos. Chivakov avait 30 000 roubles de dettes, pas un rouge liard, et menait la vie à grande guide. Le comte Krivstov, depuis longtemps aux abois, entretenait 2 maîtresses. Petrovski, après avoir jeté 5 millions par les fenêtres, gardait le même train de vie,
et gérait même une entreprise financière qui lui rapportait 20 000 roubles par an. Mais, en dépit de tout cela, Pétersbourg agissait heureusement sur la santé de Stepan Arkadievitch. Il rajeunissait. À Moscou, il jetait de temps à autre un regard sur ses cheveux gris, s'endormait après le dîner, traînait la jambe et soufflait en montant l'escalier, s'ennuyait en compagnie des jeunes femmes, ne dansait plus au bal. À Pétersbourg, au contraire, il se sentait toujours 10 ans de moins. Il éprouvait la même sensation que celle dont lui faisait part hier encore le prince Pierre Oblonsky, âgé de 60 ans, qui revenait de l'étranger. Ici, nous ne savons pas vivre, lui disait Pierre Oblonsky. Crois-moi si tu veux, mais j'ai passé l'été à Baden, et là-bas, je me suis senti un jeune homme. La vue d'une jolie femme me donnait des idées. Un dîner légèrement arrosé me ragaillardissait. Arrivé en Russie, il m'a fallu rendre visite à ma femme, et à la campagne par-dessus le marché. Au bout de 15 jours, j'ai remis ma robe de chambre, j'ai cessé de m'habiller pour dîner. Fini les jeunes personnes. J'étais redevenu un vieillard. Il ne me restait plus qu'à songer au salut de mon âme. Je suis allé faire un tour à Paris. Cela m'a de nouveau retapé. Stepan Arkadievitch sentait pour lui la même différence. À Moscou, il se laissait aller à tel point qu'effectivement, s'il avait dû vivre longtemps là-bas, il en serait peut-être venu lui aussi, tout était possible, à se préoccuper du salut de son âme. À Pétersbourg, au contraire, il redevenait un homme convenable. Entre la princesse Betsy Tverskoï et Stepan Arkadievitch existaient des liens anciens et tout à fait bizarres. Stepan Arkadievitch lui avait toujours fait la cour pour plaisanter, et lui disait, également pour plaisanter, les choses les plus indécentes, sachant que c'était là ce qui lui plaisait par-dessus tout. Le lendemain de sa conversation avec Alexis Alexandrovitch, Stepan Arkadievitch, en visite chez elle, se sentit si jeune et s'aventura si loin dans ce badinage grivois qu'il ne savait plus comment battre en retraite, car, par malheur, non seulement elle lui déplaisait, mais lui inspirait de la répulsion. Ce ton s'était établi entre eux parce que Betsy, par contre, trouvait Oblonsky très à son goût. Il fut tout heureux de l'arrivée de la princesse Miakoï qui vint mettre fin à leur tête-à-tête. « Ah, vous aussi, vous êtes ici ?» lui dit-elle en l'apercevant. « Que devient votre pauvre sœur ? Ne me regardez donc pas ainsi, » ajouta-t-elle. « Depuis que des femmes qui font 1000 fois pire qu'elle lui jettent la pierre, je trouve sa conduite admirable. Je ne peux pardonner à Vronsky de ne pas m'avoir prévenu de son passage à Pétersbourg. Je serais allé la voir, et je l'aurais menée partout. Transmettez-lui mes amitiés. Parlez-moi d'elle. Sa position est très pénible. Elle, commença Stepan Arkadievitch, prenant dans sa naïveté, pour argent comptant, les paroles de la princesse Miakoï. Parlez-moi de votre sœur. Mais la princesse, selon son habitude, l'interrompit aussitôt et se livra elle-même à des commentaires. Elle a fait ce que toutes les femmes, sauf moi, font en se cachant. Elle n'a pas voulu user de la ruse, et c'est très beau. Elle a encore mieux agi en plantant là votre imbécile de beau-frère. Vous m'excuserez. Tout le monde disait qu'il était intelligent. J'ai toujours été la seule à affirmer que c'était un sot. Maintenant qu'il s'est lié avec Lydie Ivanovna et avec Landau, tout le monde dit qu'il est toqué. Je serais enchanté de ne pas partager l'opinion générale, mais pour une fois, cela m'est impossible. Expliquez-moi, je vous prie, dit Stepan Arkadievitch, ce que cela signifie. Hier, je suis allé le voir pour lui parler de ma sœur et lui demander une réponse ferme. Il ne m'a pas donné de réponse et m'a dit qu'il réfléchirait. Or, ce matin,
En guide de réponse, j'ai reçu une invitation à la soirée de la comtesse Lydie Ivanovna. Mais oui, c'est cela, s'écria la princesse Miakoï ravie. Ils vont consulter Lando. Lando? Pourquoi? Qui est-ce? Comment? Vous ne connaissez pas Jules Lando? Le fameux Jules Lando, le clairvoyant? Lui aussi, il est toqué. Mais c'est de lui que dépend la destinée de votre sœur. Voilà ce que c'est que de vivre en province. Vous n'êtes au courant de rien. Lando, voyez-vous, était commis dans une boutique de Paris. Un jour, il alla voir le médecin. Dans la salle d'attente, il s'endormit et, en plein sommeil, commença à donner des conseils aux autres patients. Des conseils surprenants. Ensuite, la femme de Yuri Meledinsky, vous savez, le malade, apprit l'existence de ce Lando et l'appela après auprès de son mari. Il le soigne. Selon moi, il ne lui a fait aucun bien car il est toujours aussi débile. Mais il croit en lui et l'emmène partout. Ils l'ont ramené en Russie. Ici, tout le monde s'est jeté sur lui et a voulu se faire soigner par lui. Il a guéri la comtesse Bezoubov. Elle s'est prise d'une telle affection pour lui qu'elle l'a adopté. Adopté? Parfaitement. Il ne s'appelle plus Lando, mais comte Bezoubov. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Bien entendu, Lydie, je l'aime beaucoup, mais elle n'a pas la tête sur les épaules. C'est jeté au cou de ce Lando. Rien ni chez elle, ni chez Alexis Alexandrovitch ne se décide sans lui. Et c'est pourquoi le sort de votre sœur est à présent entre les mains de ce Lando. Autrement dit, comte Bezoubov. Chapitre 21. Après un excellent dîner et une grande quantité de cognac, bu chez Bartiansky, Stepan Arkadievitch se présenta chez la comtesse Lydie Ivanovna, un peu en retard. Qu'y a-t-il encore chez la comtesse? Le français? Demanda-t-il au Suisse, en remarquant, à côté du paletot d'Alexis Alexandrovitch, un manteau bizarre, de coupe naïve, avec des agrafes. Alexis Alexandrovitch Karénine et le comte Bezoubov, lui répondit sévèrement le Suisse. La princesse Miakoï a deviné, songea Stepan Arkadievitch en montant l'escalier. C'est étrange. D'ailleurs, c'est une femme à cultiver. Elle exerce une énorme influence. Si elle pouvait glisser un mot à Pomorsky, je serais sûr de mon affaire. Il faisait encore tout à fait jour dehors, mais dans le petit salon de la comtesse Lydie Ivanovna, les stores étaient déjà baissés et les lampes allumées. Assis auprès d'un guéridon, à côté d'une lampe, la comtesse et Alexis Alexandrovitch s'entretenaient à voix basse. Un petit homme malingre, à la tournure féminine et aux jambes cagneuses, très pâle, avec un joli visage, de beaux yeux brillants et de longs cheveux qui retombaient sur le col de sa redingote, se tenait à l'autre bout de la pièce où il examinait les portraits accrochés au mur. Après avoir salué la maîtresse de maison et Alexis Alexandrovitch, Stepan Arkadievitch, malgré lui, jeta encore un coup d'œil à côté de l'inconnu. « Monsieur Lando !» appela la comtesse avec une douceur et des précautions qui frappèrent Oblonsky. Et elle fit les présentations. Lando se retourna précipitamment, vint vers eux et posa en souriant, dans la main tendue de Stepan Arkadievitch, sa main moite,
et inerte. Puis aussitôt après, il s'éloigna et retourna à sa contemplation. La comtesse et Alexis Alexandrovitch échangèrent un coup d'œil entendu. « Je suis très heureuse de vous voir, surtout aujourd'hui, » dit la comtesse Lydie Ivanovna, en indiquant à Stepan Arkadievitch une place à côté de Karénine. « Je vous l'ai présenté sous le nom de Landau, » continua-t-elle à voix basse, après avoir jeté un coup d'œil au Français, puis à Alexis Alexandrovitch. « Mais c'est le comte Bezoubov. Comme vous le savez sans doute. Il n'aime pas ce titre. »« Oui, je suis au courant, » répondit Stepan Arkadievitch. « Il paraît qu'il a complètement guéri la comtesse Bezoubov. Elle est venue me voir aujourd'hui. Elle fait peine à voir, » dit la comtesse en se tournant vers Alexis Alexandrovitch. « Cette séparation est affreuse pour elle. C'est un tel coup. »« Alors, il part ? C'est décidé ?» demanda Alexis Alexandrovitch. « Oui, il va à Paris. Il a entendu une voix hier, » dit la comtesse Lydie Ivanovna en regardant Stepan Arkadievitch. « Ah oui, une voix, » répéta Oblonsky, sentant qu'il fallait observer la plus grande prudence dans une société où se produisaient ou devaient se produire des phénomènes dont il n'avait pas encore la clé. Il y eut une minute de silence, après laquelle la comtesse Lydie Ivanovna dit, avec un fin sourire, à Oblonsky, comme si elle abordait l'objet essentiel de leur conversation. « Il y a longtemps que je vous connais, et je suis très heureuse de vous voir un peu plus intimement. Les amis de nos amis sont nos amis. Mais pour être amis, il faut pénétrer l'état de l'âme de ceux qu'on aime, et je crains que vous ne le fassiez pas pour Alexis Alexandrovitch. Vous comprenez ce que je veux dire, » reprit-elle, en levant ses beaux yeux pensifs. « Je comprends, en partie, comtesse, que la position d'Alexis Alexandrovitch, » dit Oblonsky, sans comprendre au juste de quoi il était question, et désireux par conséquent de rester dans les généralités. « Je ne parle pas d'un changement extérieur, » dit d'un ton sévère la comtesse Lydie Ivanovna, tout en suivant d'un regard en amoureux Alexis Alexandrovitch, qui s'était levé et approché de Landau. « C'est son cœur qui a changé. On lui a donné un nouveau cœur, et je crains que vous ne saisissiez pas entièrement la portée de la transformation qui s'est opérée en lui. C'est-à-dire que je peux me la représenter dans ses traits généraux. Nous avons toujours été en bons termes, et maintenant, » dit Stepan Arkadievitch, en répondant par un regard tendre au regard de la comtesse. Il se demandait lequel des deux ministres elle connaissait le mieux, et auprès duquel il fallait lui demander d'intercéder. Ce changement qui s'est produit dans son être ne peut affaiblir son amour pour le prochain. Au contraire, il ne peut que développer l'amour en lui. Mais je crains que vous ne me compreniez pas. Vous offrirai-je du thé ? Ajouta-t-elle, en désignant du regard un domestique qui apportait un plateau. Pas tout à fait, comtesse. Bien sûr, son malheur, un malheur qui est devenu son plus grand bonheur, puisque son cœur s'est renouvelé et rempli de lui, dit-elle, en regardant Stepan Arkadievitch d'un air langoureux. Je crois qu'on peut lui demander d'en toucher un mot aux deux, songeait Stepan Arkadievitch. Certainement, comtesse, dit-il, mais il me semble que ces transformations sont si intimes que personne, pas même l'ami le plus proche, n'aime à vous en parler. Au contraire, nous devons en parler et nous aider les uns les autres. Oui, sans doute, mais il existe de telles divergences d'opinion, et par d'ailleurs, dit Oblonsky, avec un sourire doucereux. Il ne peut y avoir de divergence lorsqu'il s'agit de la sainte vérité. Évidemment, cependant, et Stepan Arkadievitch se tut, tout confus. Il avait compris qu'il était question de religion. Il me semble qu'il va s'endormir d'un instant à l'autre,
dit Alexis Alexandrovitch à voix basse, d'un air grave, en s'approchant de Lydie Ivanovna. Stepan Arcadievitch se retourna. Landau était assis près de la fenêtre, accoudé sur le bras de son fauteuil, tête baissée. Conscient des regards tournés vers lui, il leva la tête et eut un sourire enfantin et naïf. « Ne faites pas attention, » dit Lydie Ivanovna, et d'un mouvement preste, elle avança une chaise à Alexis Alexandrovitch. « J'ai remarqué, » reprit-elle, en voyant un valet de chambre entrer avec une lettre. Lydie Ivanovna parcourut rapidement le billet et, après s'être excusée, écrivit quelques lignes avec une extraordinaire rapidité. Remit sa réponse au domestique et revint vers la table. « J'ai remarqué, » poursuivit-elle, « que les moscovites, en particulier les hommes, sont les gens les plus indifférents du monde en matière de religion. »« Oh non, comtesse, il me semble que les moscovites ont la réputation d'être très fermes en cette matière, » protesta Stepan Arcadievitch. « Et si j'ai bien compris, vous êtes malheureusement au nombre des indifférents, » dit Alexis Alexandrovitch en se tournant vers lui avec un sourire las. « Comment peut-on être indifférent ?» dit Lydie Ivanovna. « Sous ce rapport, je suis sinon indifférent, du moins en attente, » dit Stepan Arcadievitch avec son sourire désarmant. « Je ne crois pas que l'heure soit encore venue pour moi de penser à ces questions. » Alexis Alexandrovitch et Lydie Ivanovna échangèrent un coup d'œil. « Nous ne pouvons jamais savoir si l'heure est venue pour nous ou non, » assura Alexis Alexandrovitch avec sévérité. « Nous ne devons pas nous demander si nous sommes prêts ou non. La grâce n'obéit pas à des considérations humaines. Parfois, elle néglige ceux qui aspirent vers elle et descend ceux qui ne sont point préparés. Comme Saul. Non, il me semble que ce n'est pas encore le moment, » dit Lydie Ivanovna, qui suivait pendant ce temps les mouvements du Français. Landau se leva et les rejoignit. « Vous me permettez d'écouter » demanda-t-il. « Oh oui, je ne voulais pas vous déranger, » dit Lydie Ivanovna en le regardant d'un air tendre. « Asseyez-vous auprès de nous. Il faut seulement ne pas fermer les yeux, pour ne pas être privé de la lumière, » reprit Alexis Alexandrovitch. « Ah, si vous saviez le bonheur que l'on éprouve à sentir toujours sa présence dans son âme, » dit la comtesse Lydie Ivanovna, avec un sourire extatique. « Mais un homme peut se juger parfois incapable de s'élever à cette hauteur, » dit Stepan Arcadievitch. Il sentait qu'il allait contre sa conscience en admettant le sublime de la religion, mais en même temps, il ne se décidait pas à se poser en libre penseur devant une personne qui, d'un mot à Pomorski, pouvait lui obtenir la place qu'il désirait. « Vous voulez dire sans doute que le péché l'en empêche ?» dit Lydie Ivanovna. « C'est là une idée fausse. Il n'y a plus de péché pour les croyants, puisqu'il est déjà racheté. Pardon, » ajouta-t-elle, en regardant le valet de chambre qui rentrait avec un autre billet. Elle le lut et répondit de vive voix. « Dites que j'irai demain chez la grande-duchesse. » Non, pour ceux qui y croient, il n'y a pas de péché, reprit-elle. Oui, mais la foi sans les œuvres est une foi morte, dit Stepan Arcadievitch, qui se rappelait cette phrase de son catéchisme et ne marquait plus son indépendance que par un sourire. Voilà ce fameux passage de l'épître de l'apôtre Jacques, dit Alexis Alexandrovitch en se tournant vers Lydie Ivanovna d'un air légèrement réprobateur. C'était là visiblement un sujet dont il s'était déjà entretenu plus d'une fois. Que de mal a fait la fausse interprétation de ce passage. Rien n'éloigne autant de la foi que cette interprétation. Je n'œuvre point, donc je ne puis croire. Pourtant, cela n'a été dit nulle part. Le texte veut dire le contraire.
Besogner pour Dieu, sauver son âme par le jeûne, dit la comtesse Lydie Ivanovna d'un air dégoûté et méprisant. Ce sont là les aberrations de nos moines, alors que ce n'est prescrit nulle part. C'est beaucoup plus simple et plus facile, poursuivit-elle, en regardant Oblonsky avec le même sourire encourageant qu'elle avait à la cour pour réconforter les jeunes demoiselles d'honneur troublées par le décorum. Le Christ nous a sauvés en souffrant pour nous, et la foi nous sauve, appuya Alexis Alexandrovitch, en approuvant du regard les paroles de la comtesse. Vous comprenez l'anglais ? Demanda Lydie Ivanovna, et, ayant reçu une réponse affirmative, elle se leva et se dirigea vers une étagère. Je voudrais vous lire Safe and Happy ou Under the Wing, dit-elle, en posant sur Karénine un regard interrogateur. Ayant trouvé le livre, elle vint se rasseoir et l'ouvrit. C'est très court. On y décrit le moyen d'acquérir la foi et ce bonheur supraterrestre qui envahit alors l'âme. Un homme qui croit ne peut être malheureux car il n'est plus seul. Mais vous allez voir. Elle se préparait à lire lorsque le valet de chambre entra encore une fois. Madame Borozdin, dites-lui que j'irai chez elle demain à 2 heures, lui dit-elle, après avoir marqué le passage avec son doigt et fixé devant elle, avec un soupir, le regard de ses beaux yeux pensifs. Voici comment agit la foi véritable. Vous connaissez Marie Sanine. Vous savez son malheur. Elle a perdu son fils unique. Elle était au désespoir. Eh bien, elle a trouvé cette consolation. Et maintenant, elle remercie Dieu de la mort de son enfant. Voici le bonheur que procure la foi. Oh oui, c'est très... dit Stepan Arkadievitch, enchanté de cette lecture qui allait lui permettre de se ressaisir un peu. Non, décidément, il vaut mieux ne rien lui demander aujourd'hui, songea-t-il. L'essentiel est de filer d'ici avant d'avoir perdu complètement le nord. Cela va vous ennuyer, dit la comtesse Lydie Ivanovna en s'adressant à Landau. Vous ne savez pas l'anglais, mais ce ne sera pas long. Oui, je comprendrai, fit Landau, toujours souriant. Et il ferma les yeux. Alexis Alexandrovitch et Lydie Ivanovna échangèrent un coup d'œil éloquent, et la lecture commença. Chapitre 22. Stepan Arkadievitch était complètement dérouté par les propos étranges qu'il entendait. La complexité de la vie pétersbourgeoise l'exaltait la plupart du temps. Au sortir de la stagnation de Moscou, mais il ne comprenait et n'appréciait cette complexité que dans les sphères qui lui étaient familières. Dans ce milieu étranger, il se sentait désorienté, dépassé. En écoutant la comtesse Lydie Ivanovna et en sentant poser sur lui les yeux naïfs ou hypocrites, il n'en savait trop rien. De Landau, Stepan Arkadievitch commençait à avoir la tête lourde. Les pensées les plus diverses se mêlaient dans son esprit. Marie Sanine se réjouit que son enfant soit mort. Comme ce serait agréable de fumer en ce moment. Pour être sauvé, il suffit de croire
et les moines ne savent pas comment cela doit se faire. La comtesse Lydie le sait, elle. Pourquoi ai-je la tête si lourde? Est-ce le cognac ou l'étrangeté de tout ceci? J'espère n'avoir commis jusqu'ici aucune incongruité. Mais ce n'est pas le moment de lui demander un service. On dit qu'il vous oblige à réciter des prières, pourvu qu'il ne me le demande pas. Ce serait ridicule. Quelle stupidité elle lit là, mais elle met bien l'intonation. Lando s'appelle Bezoubov. Pourquoi donc? Soudain, Stepan Arcadievitch sentit que sa mâchoire inférieure s'abaissait irrésistiblement dans un bâillement. Il caressa ses favoris pour dissimuler le bâillement et se secoua. Mais l'instant d'après, il sentit qu'il dormait déjà et qu'il allait ronfler. Il revint à lui, juste comme la comtesse Lydie Ivanovna disait « Il dort ». Il écarquilla les yeux d'un air épouvanté, tel un coupable pris sur le fait. Il fut rassuré en constatant que les mots « il dort » s'appliquaient non à lui mais à Lando. Le Français s'était endormi comme Stepan Arcadievitch, mais le sommeil de Stepan Arcadievitch, c'est du moins ce que pensait celui-ci, les aurait offensés. D'ailleurs, il ne pensait même pas à cela, tant tout lui semblait étrange. Tandis que le sommeil de Lando les comblait de joie, surtout la comtesse Lydie Ivanovna. « Mon ami, dit la comtesse Lydie Ivanovna, en remettant en place avec précaution, pour ne pas faire de bruit, les plis de sa robe de soie, et en appelant Karénine, dans son excitation, non plus Alexis Alexandrovitch, mais mon ami. Donnez-lui la main. Vous voyez? Chut, fit-elle au domestique, qui faisait une nouvelle apparition. Je n'y suis pour personne. Le Français dormait ou faisait semblant de dormir. La tête appuyée sur le dossier de son fauteuil, il faisait de sa main droite posée sur son genou de faibles mouvements, comme pour attraper quelque chose. Alexis Alexandrovitch se leva, accrocha le guéridon en dépit de ses précautions et plaça sa main dans la main du Français. Stepan Arcadievitch se leva à son tour, et les yeux grands ouverts pour se convaincre qu'il ne dormait pas. Posait son regard tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Il était bien réveillé. Stepan Arcadievitch sentait que tout allait de mal en pis à l'intérieur de son crâne. Que la personne qui est arrivée la dernière, celle qui demande qu'elle sorte, dit le Français sans ouvrir les yeux. Vous l'excuserez, mais vous voyez, revenez vers 10 heures. Encore mieux demain. Qu'elle sorte, répéta le Français, avec impatience. C'est moi, n'est-ce pas? Et, ayant reçu une réponse affirmative, Stepan Arcadievitch, oubliant ce qu'il voulait demander à Lydie Ivanovna, oubliant même sa sœur, sortit sur la pointe des pieds avec le seul désir de s'échapper de cet endroit le plus vite possible. Il dégringola l'escalier, comme s'il fuyait une maison de pestiférés, et bavarda et plaisanta longuement avec son cocher pour retrouver son équilibre. Au théâtre français où il arriva pour le dernier acte, puis chez les Tatars, à côté d'une bouteille de champagne, Stepan Arcadievitch respira enfin l'air qui lui était familier. Mais pendant toute la soirée, il se sentit mal à son aise. En rentrant chez Pierre Oblonsky, chez qui il était descendu, Stepan Arcadievitch trouva un mot de Betsy. Elle lui écrivait qu'elle désirait beaucoup reprendre l'entretien interrompu et le priait de venir le lendemain. Il avait à peine eu le temps de parcourir le billet en fronçant les sourcils qu'il entendit en bas les pas pesants de gens qui portaient quelque chose de lourd. Stepan Arcadievitch sortit pour regarder. C'était Pierre Oblonsky, décidément rajeuni. Il était tellement ivre qu'il ne pouvait monter l'escalier.
mais en apercevant son neveu, il ordonna qu'on le mît sur ses pieds et, s'accrochant à Stepan Arcadievitch, il se rendit avec lui jusqu'à sa chambre, où il commença à lui raconter comment il avait passé la soirée. Puis, il s'endormit. Stepan Arcadievitch se sentait abattu, ce qui lui arrivait rarement. Pendant un long moment, il ne put trouver le sommeil. Tous ses souvenirs de la journée lui semblaient malpropres. Par-dessus tout, la soirée chez la comtesse Lydie Ivanovna. Le lendemain, il reçut d'Alexis Alexandrovitch un refus catégorique de divorcer. Il comprit que cette décision était fondée sur ce qu'avait dit la veille le Français dans son sommeil réel ou simulé. Chapitre 23. Pour entreprendre quoi que ce soit dans une famille, il faut ou un désaccord total entre les époux, ou une entente affectueuse. Mais lorsque ce n'est ni ceci ni cela, et que les rapports des époux restent indéfinis, il est impossible de nourrir aucun projet. De nombreuses familles restent des années entières dans un endroit devenu odieux aux deux époux, uniquement parce qu'il y a entre eux ni dissension, ni accord. La vie à Moscou dans la chaleur et la poussière était insupportable, aussi bien à Vronsky qu'à Anna. Le soleil brûlait comme en été, bien qu'on ne fût encore qu'au printemps, et les arbres des boulevards étaient depuis longtemps revêtus de leurs feuilles, et les feuilles couvertes de poussière. Mais, au lieu de partir pour Vozdvijenskoye, ainsi qu'il l'avait décidé, ils restaient dans cette ville qui leur était odieuse à tous les deux, parce que la mésintelligence s'était glissée entre eux. L'exaspération qui les opposait l'un à l'autre n'avait aucune cause extérieure, et toutes les tentatives d'explication non seulement ne la dissipaient pas, mais l'aggravaient. C'était une exaspération intérieure, qui avait pour fondement chez elle le refroidissement de Vronsky à son égard. Chez lui, le regret de s'être mis à cause d'Anna dans une situation pénible, qu'au lieu d'alléger, elle ne faisait que rendre plus pesante. Ni l'un ni l'autre n'énonçait les causes de son ressentiment, mais chacun trouvait l'autre injuste et s'efforçait de le lui démontrer à la première occasion. De la vie d'Anna, Vronsky, avec ses habitudes, ses pensées, ses désirs, ses dispositions physiques et morales, n'était fait que pour l'amour, et cet amour devait être entièrement concentré sur elle seule. Cet amour n'était plus aussi vif, c'était donc qu'il en avait reporté une partie sur une ou plusieurs autres femmes. Et elle en était jalouse. Elle n'était pas jalouse d'une femme en particulier, mais de la diminution de son amour. Sa jalousie, n'ayant pas encore d'objet, Anna lui en cherchait un. À la plus petite insinuation, elle transportait sa jalousie d'un objet à un autre. Tantôt elle était jalouse de ces créatures vulgaires que, grâce à ses relations de célibataire, il pouvait si facilement rencontrer. Tantôt elle était jalouse des femmes du monde qu'il pouvait croiser sur son chemin. Tantôt elle était jalouse d'une jeune fille imaginaire pour laquelle il l'abandonnait. Et c'était cette dernière forme de jalousie qui la tourmentait plus que toute autre, car, dans une minute de sincérité, il lui avait dit imprudemment que sa mère le comprenait, si peu qu'elle s'était permis de lui persuader d'épouser la jeune princesse Sorokin. En proie à la jalousie, Anna s'indignait contre lui et trouvait partout prétexte à s'indigner.
Elle le rendait responsable de tout ce qui était pénible dans sa situation. La cruelle attente à Moscou, seule entre la terre et le ciel, la lenteur et l'irrésolution d'Alexis Alexandrovitch, son isolement. Elle s'en prenait à lui de tout cela. S'il l'avait aimé, il aurait compris combien sa situation était douloureuse, et il l'en aurait tiré. C'était sa faute, aussi si elle habitait Moscou et non la campagne. Il ne pouvait s'enterrer à la campagne comme elle l'eût désiré. Il ne pouvait se passer de la société, et il l'avait placée dans cette situation atroce, sans vouloir en convenir. Enfin, c'était sa faute si elle était à jamais séparée de son fils. Même les rares minutes de tendresse qui réapparaissaient entre eux ne l'apaisaient pas. Dans sa tendresse, elle découvrait maintenant une nuance de placidité, d'assurance, qu'elle ne lui connaissait pas auparavant et qui l'irritait. Le soir tombait. Anna était seule et attendait qu'il revînt d'un dîner de garçons auquel il s'était rendu. Elle arpentait de long en large le bureau de Vronsky. C'était la pièce où l'on entendait le moins le vacarme de la rue. Et elle repassait dans son esprit tous les détails de la querelle de la veille, en remontant des paroles blessantes échangées à ce qui en avait été le prétexte. Elle avait retrouvé le début de leur entretien. Pendant un long moment, elle ne put croire que leur dispute eût eu pour origine une conversation aussi inoffensive et aussi indifférente. Et pourtant, il en était ainsi. Il s'était moqué des lycées de jeunes filles qu'il estimait inutiles, et elle les avait défendues. Alors, il avait dit, il faisait en général peu de cas de l'instruction des femmes, qu'Anna, la petite Anglaise protégée par son amie, n'avait nullement besoin d'étudier la physique. Cela avait agacé Anna. Elle y avait vu une allusion dédaigneuse à ses occupations. Et elle avait composé et prononcé une phrase qui le payait en retour. Je ne m'attendais certes pas à une manifestation de sympathie, mais j'espérais au moins de la délicatesse, avait-elle dit. Il avait rougi de contrariété et répondu quelque chose de désagréable. Elle ne se rappelait pas ce qu'elle avait répliqué, mais il lui avait dit ensuite, dans l'intention évidente de la froisser. « C'est vrai, votre engouement pour cette petite fille me déplaît. Je ne vois là que de l'affectation. » La cruauté avec laquelle il détruisait le monde qu'elle avait bâti autour d'elle avec tant de peine pour supporter son existence, l'injustice qu'il montrait en la taxant d'hypocrisie, l'avait indigné. Je regrette vivement qu'il n'y ait que les questions grossières et matérielles qui vous soient accessibles, lui avait-elle dit, et elle avait quitté la pièce. Lorsqu'il était venu la trouver le soir, ils n'avaient pas parlé de cette dispute. Mais tous deux sentaient que, si leurs différends étaient apaisés, ils subsistaient cependant. Toute cette journée-ci, il avait été absent, et elle s'était sentie si seule, si désolée de leur désaccord, qu'elle avait désiré tout oublier, tout pardonner, et se réconcilier avec lui. Elle voulait prendre tous les torts sur elle, et chercher des excuses à Vronsky. C'est ma faute. Je suis irritable, absurdement jalouse. Nous allons faire la paix, puis nous partirons à la campagne. Là-bas, je serai plus tranquille, se dit-elle. De l'affectation, répéta-t-elle, se rappelant soudain cette parole et surtout l'intention blessante qu'elle laissait supposer. Je sais ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire que ce n'était pas naturel d'aimer l'enfant d'autrui quand je n'aimais pas ma propre fille. Et que c'est-il de l'amour qu'on peut porter à un enfant, de mon amour pour Sryodja, que je lui ai sacrifié? Il disait cela pour me blesser. Oui, il aime une autre femme. Il ne peut en être autrement. Et, s'apercevant qu'au lieu de se calmer, elle avait renfermé à nouveau le cercle déjà tant de fois parcouru, et se retrouvait dans son premier état d'exaspération, elle eut peur d'elle-même. Ne puis-je faire autrement? Ne puis-je prendre sur moi? Se dit-elle, et elle reprit tout depuis le commencement. Il est droit, il est honnête.
Il m'aime. Je l'aime. D'un jour à l'autre, mon divorce peut être prononcé. Que me faut-il de plus? Du calme, de la confiance. Je vais prendre les torts sur moi. Quand il reviendra, je lui dirai que c'est moi la coupable, bien que ce ne soit pas. Et nous partirons. Et, pour ne plus réfléchir et ne plus céder à sa nervosité, elle sonna et dit d'apporter les malles. Vronsky revint vers 2 heures. Chapitre 24. Eh bien, était-ce amusant? Lui demanda-t-elle en allant à sa rencontre avec un air tendre et contrit. Comme d'habitude, répondit-il, en devinant au premier coup d'œil qu'elle était dans un de ses bons moments. Il était maintenant accoutumé à ces sautes d'humeur, et il en fut particulièrement content en cet instant, car il se trouvait lui-même dans les meilleures dispositions. Que vois-je? Voilà qui est bien, dit-il, en montrant les malles dans l'antichambre. Oui, il faut partir. Je suis allé faire un tour en voiture, et j'ai trouvé cela si agréable, que cela m'a donné l'envie de retourner à la campagne. Rien ne te retient, n'est-ce pas? C'est tout ce que je désire. Je vais me changer et je reviens. Nous causerons. Fais servir le thé. Et elle passa dans ses appartements. Elle se sentit offensée par son « voilà qui est bien ». C'était ce qu'on disait à un enfant qui avait cessé de faire des caprices. Et son ton d'assurance en face de l'attitude humble d'Anna était encore plus insultant. En un clin d'œil, elle se sentit envahie par le désir de lutter, mais elle se domina et accueillit Vronsky avec enjouement. À l'aide de phrases préparées à l'avance, elle lui fit le récit de sa journée et lui exposa ses projets de départ. « Sais-tu, c'est presque une inspiration, » lui dit-elle. « Pourquoi attendre ici le divorce? Nous pouvons aussi bien rester à la campagne. Je ne peux plus attendre. Je ne veux plus espérer ni entendre parler du divorce. J'ai décidé que cela n'influerait plus sur ma vie. Es-tu d'accord? » « Oh oui, » dit-il, en jetant un coup d'œil inquiet sur son visage ému. « Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'y avait-il? » lui demanda-t-elle après un silence. Vronsky lui nomma les convives. Le dîner était délicieux, puis il y a eu des régates, et tout cela était assez charmant. Mais à Moscou, tout est toujours entaché de ridicule. On nous a exhibé le professeur de natation de la reine de Suède, et elle nous a montré ses talents. Comment? Elle a nagé devant vous? Demanda Anna en fronçant les sourcils. Oui, dans un costume de natation rouge. Or, elle est vieille et laide. Alors, quand partons-nous? Quelle idée absurde! Y a-t-il donc quelque chose de particulier dans sa façon de nager? Dit Anna sans répondre. Absolument rien. Je te dis, c'était complètement grotesque. Quand penses-tu partir? Anna secoua la tête, comme pour chasser une pensée importune. Quand? Le plus tôt sera le mieux. Nous ne serons pas prêts pour demain. Après-demain. Bien. Ah non, attends. Après-demain, c'est dimanche. Il faut que j'aille chez maman, dit Vronsky. Il perdit contenance, car, dès qu'il eut prononcé le nom de sa mère, il sentit sur lui un regard soupçonneux et insistant. Son trouble renforça encore la méfiance d'Anna. Elle devint toute rouge et s'écarta de lui. Maintenant, elle ne songeait plus au professeur de natation de la reine de Suède, mais à la jeune princesse Sorokine qui habitait chez la comtesse Vronsky dans une propriété voisine de Moscou.
Tu peux y aller demain, dit-elle. Non, la procuration et l'argent qu'elle doit me remettre ne seront pas prêts demain, répondit-il. Bon, alors nous ne partirons pas du tout. Pourquoi donc? Je ne partirai pas plus tard. Lundi ou jamais. Mais enfin, pourquoi? Dit Vronsky, surpris. Cela n'a pas de sens. Cela n'en a pas pour toi parce que tu ne te préoccupes pas de moi. Tu ne veux pas comprendre ce qu'est ma vie. La seule chose qui m'intéressait ici, c'est Anna, et tu prétends que c'est de l'hypocrisie. Tu m'as dit hier que je n'aimais pas ma fille et que je faisais semblant d'aimer cette petite Anglaise, par affectation. Je voudrais bien savoir quelle vie ici peut être naturelle pour moi. L'espace d'un instant, elle se ressaisit et fut épouvantée d'avoir trahi ses intentions. Mais tout en sachant qu'elle se perdait, elle ne pouvait plus se contenir. Elle ne pouvait plus s'abstenir de lui démontrer qu'elle était dans son tort, qu'il était dans son tort. Elle ne pouvait plus se soumettre à lui. Je n'ai jamais dit cela. J'ai dit simplement que je ne comprenais pas cet amour subit. Pourquoi mens-tu, toi, qui te vantes tant de ta droiture? Jamais je ne me vante, et jamais je ne mens, dit-il d'une voix sourde, en réfrénant le courroux qui montait en lui. C'est très dommage que tu ne respectes pas. Le respect a été inventé pour dissimuler l'absence d'amour. Si tu ne m'aimes plus, il serait plus honnête de le dire. Non, cela devient intolérable, s'écria Vronsky en se levant. Il vint se placer devant elle et lui dit en détachant ses syllabes. Pourquoi mets-tu ma patience à l'épreuve? Elle a des limites. Il dit cela de l'air de quelqu'un qui pourrait en dire plus long, mais qui se retient. Qu'est-ce que vous entendez par là? Cria-t-elle en contemplant avec effroi l'expression de haine qui se voyait sur tout son visage, et en particulier dans ses yeux féroces et menaçants. Je voulais dire, commença-t-il, mais il s'arrêta. Je dois vous demander ce que vous désirez de moi. Ce que je pourrais désirer? Je pourrais désirer que vous ne m'abandonniez pas, comme vous en avez l'intention, dit-elle, achevant la pensée de Vronsky. Mais je ne le désire même plus, c'est secondaire. Je veux être aimé et je ne le suis plus. Donc, tout est fini. Elle se dirigea vers la porte. Attends, attends, dit Vronsky, en la retenant par la main, le front toujours barré d'un pli sévère. De quoi s'agit-il? J'ai dit qu'il fallait reculer notre voyage de 3 jours, et tu m'as répondu que je mentais et que j'étais malhonnête. Oui, et je le répète. Un homme qui me reproche de m'avoir tout sacrifié, elle faisait allusion à une querelle précédente, est pire que malhonnête. C'est un homme sans cœur. Ma patience est à bout, s'écria-t-il, et il lâcha aussitôt la main d'Anna. Il me hait, c'est clair, songea-t-elle, et, sans mot dire, sans se retourner, elle quitta la pièce d'un pas mal assuré. Il aime une autre femme, c'est encore plus évident, se dit-elle, en entrant dans sa chambre. Je veux être aimée, et je ne le suis plus. Donc tout est fini, répéta-t-elle. Il faut en finir. Mais comment? Se demanda-t-elle, et elle s'assit dans un fauteuil devant son miroir. Elle se demandait où elle irait maintenant. Chez la tante qui l'avait élevée, chez Dolly ou tout simplement à l'étranger. Que faisait-il, en ce moment, seul dans son cabinet? Cette querelle était-elle décisive, ou une réconciliation était-elle encore possible? Qu'allaient dire d'elle ses anciens amis de Pétersbourg? Comment Alexis Alexandrovitch accueillerait-il cet événement? Que se passerait-il après la rupture? Beaucoup d'autres pensées lui venaient à l'esprit, mais elle ne s'y abandonnait pas complètement. Au fond de son âme se cachait une idée confuse qui, seule, l'intéressait, quoiqu'elle ne parvint pas jusqu'à sa conscience. En songeant une dernière fois à Alexis Alexandrovitch, elle se rappela l'époque de la maladie qui avait suivi ses couches, et le sentiment qui, durant cette période, l'avait constamment occupée.
Pourquoi ne suis-je pas morte? C'était ce qu'elle avait dit et ce qu'elle ressentait alors. Et soudain, elle comprit ce qui reposait au fond de son âme. Oui, c'était la pensée qui, seule, résolvait tout. Mourir. La honte et le déshonneur d'Alexis Alexandrovitch, celui de Serge, ma propre honte, tout sera effacé par ma mort. Si je meurs, il se repentira, il me pleurera, m'aimera, souffrira à cause de moi. Elle restait assise dans son fauteuil, avec un sourire de compassion pour elle-même, et elle ôtait et remettait les bagues de sa main gauche, tout en se représentant sous différents aspects les sentiments qu'il éprouverait après sa mort. Des pas qui approchaient, des pas, ses pas, détournèrent son attention. Elle fit semblant de remettre ses bagues dans leur écrin, et ne tourna même pas la tête de son côté. Il s'approcha d'elle et, lui prenant la main, lui dit doucement : « Anna, partons après-demain si tu le désires. Je consens à tout. » Elle gardait le silence. « Eh bien ? » lui demanda-t-il. « Fais comme tu veux, » répondit-elle, et au même instant, impuissante à se dominer, elle éclata en sanglots. « Quitte-moi, quitte-moi, » murmurait-elle au milieu de ses pleurs. « Je vais partir demain. Je ferai plus. Je ne suis qu'une femme perdue, une pierre à ton cou. Je ne veux plus te tourmenter, je ne veux plus. Je vais te rendre ta liberté. Tu ne m'aimes plus, tu aimes une autre femme. » Vronsky la supplia de se calmer et lui assura que sa jalousie n'avait pas le moindre fondement, qu'il n'avait jamais cessé et ne cesserait jamais de l'aimer, qu'il l'aimait plus encore qu'avant. « Anna, pourquoi nous torturer l'un et l'autre ? » lui dit-il en lui baisant la main. Son visage exprimait maintenant la tendresse, et Anna crut entendre sa voix trembler, sentir des larmes mouiller sa main. Instantanément, la jalousie d'Anna se mua en une tendresse passionnée, désespérée. Elle le prit dans ses bras et couvrit de baisers son visage, son cou et ses mains. Chapitre 25. Sentant que la réconciliation était complète, Anna, dès le lendemain matin, s'occupa des bagages. Quoiqu'ils n'eussent pas encore décidé s'ils partiraient le lundi ou le mardi, puisqu'ils s'étaient fait des concessions réciproques, Anna préparait activement le départ, maintenant totalement indifférente à la date où ils quitteraient Moscou. Elle était dans sa chambre, où elle retirait des vêtements d'une malle lorsque Vronsky, habillé plus tôt que de coutume, entra chez elle. « Je vais voir maman, tout de suite. Elle me fera parvenir l'argent par Égor. Je serai ainsi prêt à partir demain, » lui dit-il. Si bien disposée qu'elle fût, le rappel de cette visite fit à Anna l'effet d'une piqûre d'épingle. « Non, je n'aurai pas terminé, » dit-elle aussitôt, et elle pensa. Donc il était possible de s'arranger pour faire comme je voulais. « Fais comme tu avais décidé. Va dans la salle à manger. Je t'y rejoindrai dès que j'aurai enlevé ces affaires inutiles, » dit-elle, en entassant des effets sur les bras d'Anouchka, déjà fort chargés. Vronsky mangeait son beefsteak lorsqu'elle entra dans la salle à manger. « Tu ne saurais croire combien j'ai pris cet appartement en grippe, » dit-elle, en s'asseyant à côté de lui pour prendre son café. « Il n'y a rien de plus horrible que ces chambres garnies. Elles n'ont pas d'expression, pas d'âme. Ces pendules, ces rideaux, et surtout ces tapisseries sont un véritable cauchemar. Je pense à Vozdvijenskoïe comme à la terre promise.
Tu n'en vois pas encore les chevaux? Non, ils nous suivront. Et toi, as-tu eu l'intention de sortir? Je voulais passer chez Wilson pour lui porter une robe. Alors c'est décidé, nous partirons demain? Dit-elle gaiement. Mais soudain son visage s'altéra. Le valet de chambre de Vronsky était entré pour demander à son maître le reçu d'une dépêche de Pétersbourg. Il n'y avait là rien de particulier, mais Vronsky, comme s'il désirait cacher quelque chose, dit que le reçu était dans son cabinet, et se retourna précipitamment vers Anna. Tout sera terminé, demain sans faute. De qui est cette dépêche? Lui demanda-t-elle sans l'écouter. De Stiva, répondit-il de mauvaise grâce. Pourquoi ne me l'as-tu pas montré? Quel secret peut-il y avoir entre Stiva et moi? Vronsky rappela le valet de chambre et lui dit d'apporter la dépêche. Je ne voulais pas te la montrer parce que Stiva a la manie de télégraphier. Pourquoi envoyer une dépêche quand rien n'est décidé? Au sujet du divorce? Oui. Il écrit qu'il n'a encore rien pu obtenir. L'autre jour, il m'avait promis une réponse ferme. Tiens, lis toi-même. D'une main tremblante, Anna prit la dépêche et la lut. C'était exactement ce qu'avait dit Vronsky. À la fin, Oblonsky avait ajouté « Il y a peu d'espoir, mais je ferai le possible et l'impossible. Je t'ai dit hier que ce divorce m'était parfaitement indifférent, lui dit-elle en rougissant. Il était donc bien inutile de te cacher de moi. Il me cache sans doute de la même façon sa correspondance avec les femmes, songea-t-elle. Pendant que j'y pense, Yashvin avait l'intention de passer ce matin avec Voitov, dit Vronsky. Je crois qu'il a gagné près de 60 000 roubles à Pievstov. C'est plus que l'autre ne peut lui payer. Non, reprit-elle, irritée de le voir changer de conversation dans le dessein de lui faire sentir sa nervosité. Pourquoi penses-tu que cette nouvelle m'intéresse au point qu'il faille me la cacher? Je t'ai dit que je ne voulais plus y penser, que je désirerais que tu y accordes aussi peu d'intérêt que moi. Si je m'y intéresse, c'est que j'aime les situations claires, dit-il. Qu'importe les formes quand il y a l'amour, dit-elle, de plus en plus exaspérée non de ses paroles, mais du ton de froide assurance avec lequel il parlait. Pourquoi désires-tu ce divorce? Seigneur, encore l'amour, se dit-il en fronçant les sourcils. Tu le sais parfaitement. Pour toi et nos futurs enfants, dit-il. Nous n'aurons plus d'enfants. Je le regrette vivement, dit-il. Tu ne penses qu'aux enfants, pas à moi, lui dit-elle. Elle oubliait complètement. Elle n'avait même pas entendu qu'il avait dit pour toi et pour les enfants. La question des enfants était depuis longtemps entre eux un sujet de discorde. Elle voyait dans le désir de Vronsky d'avoir des enfants une preuve d'indifférence envers sa beauté. Mais si, j'ai dit pour toi, avant tout pour toi, répéta-t-il, en grimaçant comme sous l'effet d'une douleur physique. Car je suis convaincu que ta nervosité provient pour une bonne part de l'incertitude de ta position. Nous y sommes. Il cesse de feindre et laisse voir toute la haine qu'il me porte, songea-t-elle, sans l'écouter mais en contemplant avec terreur ce juge froid et cruel qui la regardait par les yeux de Vronsky en se moquant. Non, ce n'est pas là la raison, dit-elle. Ma nervosité, comme tu l'appelles, provient du fait que je me trouve tout entière en ton pouvoir. Ma position est donc, au contraire, bien définie. Je regrette beaucoup que tu ne veuilles pas comprendre, l'interrompit en s'entêtant à exprimer son idée. L'incertitude vient que tu t'imagines que je suis libre. À cet égard, tu peux être parfaitement tranquille, lui dit-elle, et, se détournant, elle se mit à boire son café. Elle souleva sa tasse, le petit doigt écarté, et la porta à ses lèvres. Après avoir bu quelques gorgées, elle jeta un regard sur lui. Et à l'expression de son visage,
comprit clairement que sa main, son geste, et le bruit qu'elle faisait en avalant l'exaspéraient. L'opinion de ta mère et ses projets de mariage pour toi me sont parfaitement indifférents, dit-elle, en reposant sa tasse d'une main tremblante. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Mais si, précisément. Crois bien que pour moi, une femme sans cœur, qu'elle soit âgée ou non, qu'elle soit ta mère ou non, ne présente aucun intérêt, et je préfère l'ignorer. Anna, je te prie de ne pas parler irrespectueusement de ma mère. Une femme qui n'a pas deviné où résidait le bonheur de son fils n'a pas de cœur. Je te répète que je ne veux pas entendre parler ainsi de ma mère que je respecte, dit-il, en élevant la voix et en la regardant sévèrement. Elle ne répondit pas. Elle posait un regard insistant sur son visage, ses mains, et se rappelait tous les détails de leur réconciliation de la veille et ses caresses passionnées. Il prodigue et prodiguera encore les mêmes caresses à d'autres femmes, songea-t-elle. Tu n'aimes pas ta mère. Ce ne sont là que des phrases et toujours des phrases, lui dit-elle avec un regard haineux. S'il en est ainsi, il faut prendre une décision. J'ai déjà pris la mienne, dit-elle, et elle voulut sortir, mais à ce moment Yashvin entra dans la pièce. Anna s'arrêta pour lui dire bonjour. Pourquoi, alors, qu'il y a une tempête dans son âme et qu'elle se sentait à un tournant de son existence qui pouvait avoir de terribles conséquences? Pourquoi en cet instant lui fallait-il dissimuler devant un étranger qui, tôt ou tard, apprendrait la vérité? Elle l'ignorait, mais, rétablissant aussitôt la paix dans son âme, elle s'assit et se mit à parler avec le visiteur. « Eh bien, et votre affaire? Avez-vous reçu votre argent ?» demanda-t-elle à Yashvin. « Je crois que je ne recevrai pas tout, et je dois m'en aller mercredi. Et vous, quand partez-vous » dit Yashvin, qui portait de temps à autre son regard sur Vronsky en clignant des yeux. Il avait visiblement deviné qu'il était arrivé au cours d'une dispute. « Sans doute après-midi. Sans doute après-demain, » dit Vronsky. « D'ailleurs, vous y pensiez depuis longtemps. »« Maintenant, c'est décidé une fois pour toutes, » dit Anna en regardant Vronsky dans les yeux d'un air qui disait qu'il ne devait même pas songer à la possibilité d'une réconciliation. « Est-ce que vous n'avez pas pitié de ce malheureux Pievstov » reprit-elle en s'adressant à Yashvin. « Je ne me suis jamais posé la question, Anna Arkadievna. Toute ma fortune est ici, » dit-il en montrant sa poche. « Maintenant je suis riche, et si je vais au club ce soir, je peux en sortir sans un sou. Mon partenaire n'a qu'un désir, c'est de m'ôter jusqu'à ma chemise, et je fais comme lui. Nous luttons, et c'est là qu'est le plaisir. Et si vous étiez marié, qu'en penserait votre femme ?» Yashvin se mit à rire. « C'est bien pourquoi je ne me suis jamais marié, et n'en ai jamais eu l'intention. »« Et Helsingfors ?» dit Vronsky, en entrant dans la conversation. Et il jeta un coup d'œil à Anna qui souriait. Quand leurs regards se croisèrent, le visage d'Anna prit soudain une expression glaciale et hautaine, comme si elle lui disait « Je n'ai pas oublié. Il n'y a rien de changé. » « Vous n'avez donc jamais été amoureux ?» dit-elle à Yashvin. « Oh, Seigneur, combien de fois ! Mais comprenez, certains peuvent s'asseoir à une partie de cartes et la quitter à temps pour ne pas manquer un rendez-vous. Moi, si je consacre du temps à l'amour, c'est à condition de n'être pas en retard au jeu. Je me suis toujours arrangé pour qu'il en soit ainsi. » « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais parler du véritable amour. » Elle voulait l'interroger sur Helsingfors, et se refusait à répéter un mot prononcé par Vronsky. Arriva Voïtov, qui venait acheter un étalon. Anna se leva et quitta la pièce. Avant de sortir, Vronsky passa chez elle. Elle voulut faire semblant de chercher quelque chose sur la table, mais elle eut honte de cette feinte et fixa sur lui un regard distant. « Vous avez besoin de quelque chose »
lui demanda-t-elle en français. « Je cherche le certificat d'origine de Gambetta que je viens de vendre, » lui dit-il d'un ton qui disait plus clairement que des paroles. « Je n'ai pas de temps à perdre en explications et cela ne servirait à rien. » « Je n'ai rien à me reprocher, » se disait-il. « Si elle veut se punir, tant pis pour elle. » Mais, tandis qu'il sortait, il eut l'impression qu'elle avait dit quelque chose et soudain son cœur se serra de compassion. « Qu'y a-t-il, Anna » demanda-t-il. « Rien, » répondit-elle calmement. « Alors, tant pis, » songea-t-il, de nouveau refroidi à son égard. Il se détourna et s'éloigna. Comme il sortait, il aperçut dans la glace le visage d'Anna. Elle était pâle et ses lèvres tremblaient. Il voulut s'arrêter et lui dire une parole réconfortante, mais ses jambes l'avaient porté hors de la chambre, avant qu'il eût trouvé ce qu'il fallait dire. Il resta absent toute la journée, et lorsqu'il rentra à une heure tardive, la femme de chambre lui dit qu'Anna Arkadievna avait la migraine, et priait qu'on ne la dérangeât point. Chapitre 26. Jamais il n'était resté tout un jour sur une dispute. C'était la première fois. Et c'était plus qu'une dispute. C'était l'aveu d'un détachement total. Était-il possible de la regarder comme il l'avait regardée lorsqu'il était venu chercher ce papier dans sa chambre? De la regarder, de voir que son cœur se brisait de désespoir et de passer son chemin avec ce visage calme et indifférent. Non seulement il s'était détaché d'elle, mais il la haïssait. Il aimait une autre femme, c'était clair. En se rappelant les paroles cruelles qu'il avait prononcées, Anna imaginait encore celle qu'il désirait manifestement lui dire, et son exaspération croissant d'instant en instant. « Je ne vous retiens pas, » aurait-il pu lui dire. « Vous pouvez aller où vous voulez. Vous avez sans doute refusé le divorce pour retourner auprès de votre mari. Si vous avez besoin d'argent, je vous en donnerai. Combien vous faut-il » Elle lui faisait tenir dans son imagination tous les propos qui pouvaient échapper à un homme grossier. Et elle ne les lui pardonnait pas plus que s'il les eût réellement tenus. Cependant, hier encore, il jurait qu'il m'aimait, et c'est un homme droit et honnête. Ne me suis-je pas déjà désespérée bien des fois, se disait-elle ensuite. À part une visite chez Madame Wilson, qui lui prit 2 heures, Anna passa toute la journée à se demander si tout était fini ou s'il restait un espoir de réconciliation. S'il lui fallait partir tout de suite, ou le revoir encore une fois. Elle l'attendit jusqu'au soir. En se retirant dans sa chambre, elle l'ordonna de lui dire qu'elle avait une migraine. S'il vient tout de même, avait-elle songé, c'est qu'il m'aime encore. Sinon, c'est que tout est fini, et je saurai ce qui me restera à faire. Dans la soirée, elle entendit sa voiture qui s'arrêtait. Son coup de sonnette, ses pas et sa conversation avec la femme de chambre. Il crut ce qu'on lui disait, ne chercha pas à en savoir davantage et se rendit dans ses appartements. Tout était donc fini. La mort lui apparut alors clairement comme le seul moyen de ressusciter dans le cœur de Vronsky son amour pour elle, de le punir et de remporter la victoire dans cette lutte que l'esprit mauvais qui s'était emparé d'elle menait contre lui. Maintenant, tout lui était indifférent. Partir ou ne pas partir à Vozdvizhenskoïe, obtenir ou non de son mari le divorce, tout cela était désormais inutile. Elle n'avait plus qu'un but à poursuivre, le châtier. En se versant sa dose habituelle d'opium, elle songea qu'il suffisait de boire tout le flacon pour mourir, et cela lui sembla si simple et si facile,
qu'elle se reprit à imaginer avec délectation combien il souffrirait, se repentirait et aimerait son souvenir lorsqu'il serait trop tard. Étendue sur son lit, les yeux ouverts, elle contemplait à la lueur mourante d'une bougie les moulures de la corniche du plafond, et l'ombre du paravent qui en obscurcissait une partie, et elle se représentait avec netteté ce qu'il éprouverait lorsqu'elle serait morte et réduite pour lui à un souvenir. Comment ai-je pu lui adresser des paroles aussi cruelles, se répétera-t-il. Comment ai-je pu sortir de sa chambre sans rien lui dire? Maintenant, elle n'est plus. Elle nous a quittés pour toujours. Elle est là-bas. Soudain, l'ombre du paravent vacilla, envahit toute la corniche, tout le plafond. D'autres ombres, venues d'un autre côté, se précipitèrent à sa rencontre. Un instant, elles reculèrent, puis se ruèrent en avant avec une vitesse accrue, se fondirent en ondes frémissantes, et la pièce fut plongée dans l'obscurité. La mort, songea-t-elle, et elle fut saisie d'un tel effroi que pendant un long moment, elle ne put comprendre où elle était, et ne put, de ses mains tremblantes, trouver les allumettes, et allumer une autre bougie à la place de celle qui avait achevé de se consumer. Non, tout plutôt que la mort. Je l'aime, il m'aime. Cela nous est déjà arrivé. Cela passera, disait-elle, et elle sentait les larmes de joie couler sur ses joues. Pour échapper à la peur, elle se rendit d'un pas rapide dans le cabinet de Vronsky. Il y dormait d'un profond sommeil. Elle s'approcha de lui et, tenant sa bougie au-dessus de son visage, le contempla longuement. Maintenant qu'il dormait, elle l'aimait tellement qu'à sa vue elle ne pouvait retenir des larmes d'attendrissement. Elle savait que, s'il se réveillait, il poserait sur elle son regard froid, conscient de sa probité, et qu'avant de lui parler de son amour, elle devrait d'abord lui démontrer qu'il s'était rendu coupable envers elle. Sans le réveiller, elle rentra chez elle, et après avoir absorbé une seconde dose d'opium, elle s'endormit vers le matin, d'un sommeil lourd et inquiet, au cours duquel elle ne perdit pas une minute de conscience d'elle-même. Au matin, un affreux cauchemar qu'il avait plusieurs fois visité avant sa liaison avec Vronsky se présenta à nouveau et la réveilla. Un petit vieillard, à la barbe en broussailles, faisait quelque chose, penché au-dessus d'une pièce de fer, en marmonnant en français des paroles dépourvues de sens. Quant à elle, cela se répétait à chaque fois et c'était en cela que résidait l'horreur de ce cauchemar. Elle sentait que le petit homme ne faisait pas attention à elle, mais poursuivait son affreux travail au-dessus d'elle. Elle se réveilla, couverte d'une sueur glacée. Lorsqu'elle se leva, elle se rappela comme à travers un brouillard la journée de la veille. Nous nous sommes disputés, ainsi que cela nous est déjà arrivé plusieurs fois. J'ai dit que j'avais la migraine, et il n'est pas entré chez moi. Nous partons demain. Il faut que je le voie et que je fasse mes préparatifs, se dit-elle, et sachant qu'il se trouvait dans son cabinet, elle s'y rendit. En traversant le salon, elle entendit une voiture s'arrêter devant la porte, et, jetant un coup d'œil par la fenêtre, aperçut une calèche à la portière de laquelle était penchée une jeune fille en chapeau mauve, qui donnait des ordres à un valet de pied. Après un colloque dans l'antichambre, quelqu'un monta au premier étage, et Anna entendit les pas de Vronsky qui descendait l'escalier précipitamment. Anna retourna à la fenêtre. Il sortit sans chapeau sur le perron et s'approcha de la calèche. La jeune fille en chapeau mauve lui remit un paquet. Vronsky lui dit quelque chose en souriant. La voiture s'éloigna. Il remonta l'escalier hâtivement. Le brouillard qui avait envahi l'âme d'Anna se dissipa tout à coup. Ses sentiments de la veille lui étreignirent le cœur plus douloureusement encore.
Elle ne pouvait comprendre comment elle avait pu s'abaisser jusqu'à passer un jour entier sous le toit de Vronsky. Elle entra dans son cabinet pour lui signifier sa décision. La princesse Sorokine et sa fille m'ont apporté en passant l'argent et les papiers de maman. Je n'avais pu les obtenir hier. Ta tête va-t-elle mieux ? Dit-il tranquillement, sans vouloir remarquer ni comprendre l'expression tragique et solennelle de son visage. Elle le regardait fixement, sans mot dire, debout au milieu de la pièce. Il lui jeta un coup d'œil, fronça un instant les sourcils et poursuivit la lecture de sa lettre. Elle se détourna et se dirigea d'un pas lent vers la porte. Il aurait pu encore la rappeler, mais elle allait sortir et il continuait à se taire. On n'entendait que le bruit des pages qu'il tournait. « Ah, à propos, » dit-il, comme elle allait franchir le seuil. « Nous partons demain, c'est bien décidé. »« Vous, mais pas moi, » dit-elle en se retournant vers lui. « Anna, il est impossible de vivre ainsi. Vous, mais pas moi, » répéta-t-elle. « Cela devient intolérable. Vous en repentirez, » dit-elle, et elle sortit, effrayée par l'expression de désespoir avec laquelle avaient été dits ces mots. Il se leva brusquement et voulut courir après elle. Mais il se ravisa, se rassit et fronça les sourcils, les mâchoires contractées. Cette menace, qu'il jugeait inconvenante, l'exaspérait. « J'ai tout essayé, » songea-t-il. « Il ne me reste plus qu'à ne pas y faire attention. » Et il se prépara à sortir. Il devait aller en ville, puis repasser chez sa mère qui signerait la procuration. Elle entendit des pas dans le cabinet et dans la salle à manger. Dans le salon, il s'arrêta. Mais il ne retourna pas auprès d'elle. Il donna seulement des ordres pour remettre en son absence les talons à Voïtov. Puis, elle entendit avancer la calèche et ouvrir la porte. Il sortit puis rentra dans l'antichambre et quelqu'un remonta l'escalier 4 à 4. C'était le valet de chambre qui retournait lui chercher ses gants qu'il avait oubliés. Elle courut à la fenêtre. Il prit ses gants et, touchant de la main le dos du cocher, lui dit quelque chose. Ensuite, sans lever les yeux vers la fenêtre, il s'installa au fond de la calèche, dans sa pose habituelle, les jambes croisées, et disparut au coin de la rue, comme il mettait un de ses gants.